Je pense qu'une bonne idée, tu t'en rends compte après. C'est toujours très facile de voir une bonne idée chez quelqu'un d'autre. C'est quand tu te dis pourquoi personne n'y a pensé avant. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec l'incontournable Laurent Duvous. Et j'utilise le terme incontournable à bon escient car si vous vous intéressez à l'illustration en France et notamment aux images dans la presse, Laurent Duvous, c'est un petit peu impossible de le louper. Il lorde régulièrement les pages de journaux et magazines comme Libération, L'Express, Télérama, The Good Life, Les Échos et plein d'autres. Parce que oui, on va en parler, Laurent adore l'illustration conceptuelle, mais pas que. Il travaille également pour la com et la publicité. Il a notamment collaboré avec de grandes entreprises comme Air France, Canal+, la SNCF, Renault, ING, etc., etc. Dans cet épisode, Laurent nous raconte son parcours, comment il est passé d'un poste de directeur artistique en agence pour ensuite créer son propre studio de design avec son meilleur ami. Par la suite, il nous raconte également comment il s'est reconstruit après un drame et ce qui l'a amené à exercer ce métier d'illustrateur freelance qu'il exerce aujourd'hui. Vous verrez, tout est lié. Et comme le truc qu'on a en commun, lui et moi, c'est l'amour des bonnes idées, de celles qui font mouche, j'en ai profité pour lui poser quelques questions à ce sujet-là, notamment sur son processus créatif. Alors sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Laurent Duvous. Bonne écoute. Mais donc on le tient prêt comme ça. On le tient prêt comme ça, Okay, comme un chanteur. Tu vois, exactement. J'ai jamais chanté de ma vie. J'ai pas commencé aujourd'hui. Laurent, bienvenue sur Sens Créatif. Salut. Salut. Je suis très très content de discuter avec toi aujourd'hui parce qu'on a en commun cette passion de l'illustration et puis notamment de l'illustration de presse, ce travail de la synthèse. Et on sait, toi comme moi, que faire simple, c'est pas si facile que ça. Mais on aura l'occasion de discuter de tout ça. Tu connais la première question, qui est... Qu'est-ce qui me fait me lever le matin ? Voilà, c'est ça. Et te présenter aussi. Est-ce que tu peux te présenter et me dire ce qui te motive à sortir du lit ? Alors, me présenter, je suis Laurent Duvous, je suis illustrateur, freelance, j'ai 43 ans. Et qu'est-ce qui me fait sortir du lit du matin ? Je t'avoue que je me suis retenu de réfléchir à la question quand tu m'as proposé l'interview. Je ne sais pas exactement, mais je sais que plus les années passent, plus je me lève tôt facilement. J'ai jamais été un gros dormeur, mais depuis quelques années, je me lève sans réveil à 6h30, 7h du mat. Ah ouais. Et ça me va bien, ça me laisse du temps pour moi, pour émerger. En y réfléchissant, je pense que ce qui fait que je me lève facilement tôt le matin, c'est que je sais que tous les jours, en fait, je me lève pour aller faire un métier que j'aime, qui me passionne. À tel point que si j'ai pris un sujet pour un magazine la veille, ça peut sembler bizarre, mais je suis presque heureux de me réveiller tôt parce que avant de partir à mon bureau, je vais quand même me poser un moment chez moi avec un crayon, du papier, pour noter les idées du réveil. Ah ouais. Parce que je pense que mon cerveau a un peu analysé dans la nuit. Et voilà, je ne sais pas si c'est des bonnes idées ou des mauvaises idées, mais ça me fait partir du bon pied. Tu vois, je ne bois pas de café le matin, c'est pas ça qui me réveille. Ce qui me réveille, c'est de passer 15-20 minutes avant de décoller, vraiment au moment d'émerger, pour réfléchir au sujet de la journée. Et ouais, très sincèrement, voilà, on est pareil, on fait des métiers qui nous plaisent, on a la chance d'avoir des clients qui nous le rendent bien. Donc dans ces cas-là, c'est plutôt assez facile de se lever le matin. Ouais. C'est drôle, il y a des gens qui se réveillent et qui notent leurs rêves. Toi, c'est tout de suite tes idées que tu poses sur le papier. Ouais, je ne me souviens pas du tout de mes rêves. Ah oui ? Non, ouais, jamais ? Quasiment jamais. Ah ok, d'accord. Ça m'est arrivé quelques fois, mais on en reparlera. Mais non, en général, je n'ai aucun souvenir. Okay. Mais vraiment aucun. Donc, les idées le matin, elles sont bonnes, tu trouves ? Ou une fois que tu arrives au boulot, tu te dis... C'est genre, je sais pas, c'est pas forcément des idées très précises, mais c'est peut-être l'inconscient de la nuit, de rêves dont je me souviens pas. Mais je pense que mon cerveau
pense à l'article Oui. que j'ai à illustrer. Je me réveille pas en pleine nuit, angoissé en disant mon Dieu, est-ce que je vais trouver quelque chose? Mais le matin, voilà, il y a des choses qui viennent. Et en fait, je cherche pas à savoir si c'est des bonnes idées ou pas. Ça, je verrai plus tard dans la journée ou le lendemain. Mais je les note. T'es moins dans la, comment dire, dans la vraie réflexion pure. Oui. T'es un peu dans le jeter Oui. sur le papier. Ouais. Puis si ça ne fonctionne pas pour tel article, ça peut être intéressant pour un sujet perso, pour autre chose. Ouais. Et puis quand c'est spontané, c'est souvent plus intéressant que quand on est à notre table à dessin en mode je dois trouver une bonne idée. Exactement. Ouais, il y a ce moment de liberté où tu te dis, à un moment, l'expérience est aussi aidant, mais tu fais quand même confiance un peu à ton inconscient. Ouais. De te dire à un moment, bah voilà, c'est parmi les 10 petits croquis que je vais poser le matin, il y en a peut-être 9 qui sont inutilisables, et il y en a peut-être un qui en l'état n'est pas utilisable, mais qui est une piste de travail. Ouais. À partir du moment où j'arrive au bureau, ce croquis peut m'emmener sur autre chose. Ouais. C'est drôle, moi, j'en parlais sur le podcast plutôt l'an dernier, pendant 1 an ou 2, je commençais comme toi, je me réveillais le matin et puis je bossais, notamment avant que mon fils se réveille. Et puis, depuis le confinement, j'ai changé. C'est-à-dire que, comme beaucoup de gens, je me suis mis à courir. Et ça me fait un bien fou de commencer en prenant soin de moi, si je peux dire ça comme ça, tu sais, en n'étant pas dans la production immédiate. Je me laisse un peu vivre. Je vais courir, et puis après, je m'occupe de mon fils, et puis je vais à la crèche, et puis nanana. Et ouais, il y a eu un petit shift comme ça. Mais toi, du coup, le matin, bim, les bonnes idées. Non, c'est pas les bonnes idées. Ah oui, mais non, c'est en gros faire la synthèse de la nuit passée. Après, je suis comme ça. Alors, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas le rythme de m'occuper d'un enfant, de l'emmener à l'école. Parce que j'aime bien aussi en me levant tôt, même si c'est pas volontaire en fait, mais ça me laisse 1 heure pour émerger tranquillement, pour des fois pas faire grand chose, lire un article, pas du tout en rapport avec le travail, mais bouquiner, se poser. Je déteste être en retard, je déteste partir à la dernière minute, mais que ce soit partir pour un rendez-vous, partir pour aller au travail. Si je peux être une demi-heure avant le départ d'un train, même 1 heure, ça me dérange pas. Donc le fait de me réveiller tôt aussi, c'est un peu commencer la journée de façon cool, un rythme un peu détendu, et me dire en regardant ma montre, ça va, t'as le temps, tu peux émerger. Oui, je suis pareil, c'est essayer d'aménager son espace pour pouvoir être bien, pas dans le stress, comme pour attraper un train ou quoi que ce soit. Tu peux te poser dans un petit café et puis attendre tranquillement, et puis les idées peuvent émerger. Enfin, voilà. Très bien. On pourrait parler très longtemps là-dessus. Est-ce que tu pourrais du coup me parler de ton arrière-plan personnel et de ton parcours avant de devenir illustrateur, et un peu qu'est-ce qui a été le déclic pour toi et qu'est-ce qui t'a amené à être cet illustrateur professionnel que tu es aujourd'hui? Le parcours, c'est un parcours assez classique, bac art plastique. Je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais enfin, bac art plastique, études d'art appliqué. Bac art plastique parce que j'ai toujours dessiné, comme beaucoup d'entre nous, ceux qui aiment le dessin. On fait partie de ces gens qui ont, comme tous les enfants, toujours dessiné, mais qui ne sont jamais arrêtés, qui à un moment se rendent compte que ça peut devenir une profession, sans vraiment savoir laquelle. Moi, je sais que, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, on faisait un stage d'observation en 3e. Tu passais quelques jours dans une boîte pour voir comment ça se passait. Et moi, j'avais fait un stage dans une boîte de packaging. Ok. Et c'était absolument nouveau. Tu es en 3e, t'es gamin, mais tu vois des gens travailler de la composition, de la typographie, de l'illustration. Et c'était le premier déclic de me dire, c'est un vrai métier. Des études d'art appliqué peuvent t'amener à exercer un vrai métier. Et donc, j'ai fait une école d'art appliqué, à la base en me disant le packaging, ça peut m'intéresser. Et très vite, en fait, entre les cours de design graphique, de logo, d'illustration, voilà, c'était le champ des possibles. Et sorti de là, moi, j'avais en tête de devenir vraiment graphiste. Je voulais pas me lancer freelance en sortant de mes études. J'étais persuadé que c'était trop risqué. Pas de réseau, pas de connaissances, rien. Donc, il fallait vraiment
passé quelques années dans une entreprise. Et le hasard a fait que j'ai fait des stages de fin d'études dans une agence de publicité. Et je m'y suis plu. Je ne suis pas resté longtemps dans cette agence, mais le métier m'a plu, le métier de directeur artistique. Et j'ai eu la chance en 2000 d'être engagé chez BDDP & Fils, qui à l'époque était l'agence, elle n'existe plus aujourd'hui, c'est pour ça que je dis à l'époque, qui était l'agence ultra créative. Mais c'était, à 21 ans, c'était génial d'être là. C'est-à-dire que tu allais, moi j'étais assistant, j'ai commencé vraiment assistant. Tu allais chercher des choses à l'imprimante. Tout ce qui sortait, c'était de qualité. Tous les créatifs qui travaillent dans cette agence étaient extrêmement talentueux. Et ça m'a vraiment passionné. J'y ai passé 7 ans. Et le déclic, ça a été l'arrivée des 30 ans. Okay. Où j'avais passé quelques années en agence, ça me plaisait, mais il y avait quand même ce souvenir de pourquoi là-bas j'avais fait des études d'art appliqué, et c'était l'envie de faire du design graphique. C'est comme toi, c'est l'envie de faire des pochettes d'albums, de faire des affiches culturelles, de l'édition, des logos. Voilà, un vrai travail de design graphique. Ce que j'avais l'occasion un peu en agence de le faire, mais ce n'est pas la majorité des projets. La majorité des projets en agence de pub, c'est de la communication pour des marques. Et donc voilà, j'avais 28-29 ans et je me disais à un moment, 30 ans, c'est quand même maintenant ou jamais de tenter l'expérience. Chez BDDP & Fils, j'ai rencontré un DA junior comme moi, avec qui je me suis très bien entendu, Eric. Et on a très vite sympathisé dans l'agence. On a même travaillé en binôme chez BDDP & Fils. Il est parti dans une autre agence et on s'entendait très très bien, et graphiquement parlant, on n'avait pas forcément la même culture, mais la même envie. Okay. Il arrivait aussi à 30 ans et tous les deux, on en parlait et voilà, on se titillait mutuellement. Genre, ça serait quand même pas mal. Et je lui avais dit très clairement, moi j'ai très envie de le faire, mais me lancer, quitter le monde de l'entreprise, le salariat, pour me lancer en freelance. La sécurité. Tout seul. Ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Ouais. Et je lui avais dit, on le fait tous les deux ou je le fais pas. Ça a mis du temps. On a mis 1 an à réfléchir parce que les salaires en agence de pub sont plutôt confortables. Ça faisait une petite dizaine d'années qu'on travaillait, donc voilà. Oui, tu avais une assise. Il y avait une assise, les projets étaient intéressants, certains projets étaient intéressants, mais bon, ça c'est comme partout. Oui. Et puis surtout, on était très très amis. Donc il y a eu la question de faire du business avec des amis, est-ce qu'on se lance avec le risque que ça se casse la gueule dès la première année? Dans ces cas-là, écoute, on reviendra un peu penaud, montrer notre bouc dans les agences de pub en disant on a essayé, mais voilà, ça n'a pas marché. Ouais. Ça, à la rigueur, on pouvait l'assumer. Ce qui nous fait, la vraie question, c'était comment est-ce qu'on fait si à un moment c'est tendu, parce que pas de travail, parce que c'est pas exactement ce qu'on imaginait, pour préserver notre amitié. Donc voilà, on a réfléchi tout ça, et à 30 ans, lui il avait 1 an de plus que moi, donc lui à 31, moi à 30 ans, on décide de franchir le pas, et on se lance. L'année d'avant, on a commencé évidemment aussi à en parler autour de nous, tous les gens qu'on connaissait en agence, pour leur dire, voilà, on va commencer à prendre des sujets, donc des sujets de publicité, mais en tant que prestat. Donc du travail typographique, du travail d'illustration, du travail de DA, mais que tu confies à des freelances plus qu'à des DA qui travaillent en interne dans l'agence. Et la chance qu'on a eue, c'est que dès la première année, ça a très bien fonctionné. Trop bien. Donc, on était rassurés. Déjà parce que, financièrement, forcément, tes revenus baissent par rapport aux années salariat. Mais pas au point qu'on se dise, mince, là, on va dans le mur. Ça a bien fonctionné. On a fait attention aussi de ne pas trop dépenser. Donc, pendant 3 ans, les 3 premières années, on bossait de chez moi. On avait installé nos bureaux dans mon salon. Ouais, dans le salon, cuisine ouverte sur le salon. Donc, oui, dans la cuisine. Histoire de ne pas payer un loyer dans un bureau et de ne pas faire fondre les revenus tout de suite. On y a passé 3 ans et on s'imposait des horaires fixes, des horaires un peu de bureau. Ah oui, c'est important. Ouais.
Il arrivait tous les matins à 9h30, on arrêtait le travail à 19h30 et je me faisais un point d'honneur, je me donnais un point d'honneur, bon bref, je me faisais un point d'honneur à pas l'accueillir en lui disant je prends ma douche rapide, je me lave les dents, c'est 9h30, l'ordinateur est allumé et on bosse quoi. Ouais. Et ça nous convenait et ça faisait qu'on faisait des bonnes journées de travail et que ça a bien marché. Quoi. Ça a bien marché la première année, ça a bien marché les années suivantes. Et voilà, c'est le point de départ des années de direction artistique en agence. Graphiste freelance, à la base, vraiment, on s'est lancé en tant que graphiste. Et puis, plus ça avançait, plus... Alors ça, c'est un heureux hasard. On se vendait comme graphiste, comme designer graphique, et beaucoup des projets que des clients nous proposaient tournaient autour de l'illustration. Ah, ok. D'illustration de com, l'illustration culturelle, mais plus de l'illustration que du graphisme pur. C'est génial, parce que c'est pas forcément ce que vous vendiez, en fait. Non, mais on était... Il y avait une vague. On se vendait comme un studio très polyvalent. Okay. On n'avait pas un style défini. Si une agence de com nous appelait en disant il me faut de la DA, un site, web design pour un appel d'offres, on montait dessus. Il me faut une affiche qui dit ça, soit en montage photographique, soit en illustration, on montait dessus. On testait un peu tout, parce que voilà, c'était nouveau pour nous. Et on apprenait aussi à voir ce qui nous plaisait ou pas. C'était un labo d'expérimentation en soi. Et je pense que le regard des autres est toujours un peu différent que le regard que toi tu portes sur ton travail. Et la plupart de nos clients nous ont très vite confié beaucoup de sujets d'illustration. Et on a continué à faire un peu de design graphique aussi à côté, mais voilà, de plus en plus, on est passé de un duo. Tous les deux, vous dessiniez. Tous les deux on dessinait, avec des styles un peu différents. Et en fait, on s'est très vite retrouvés autour d'un style qui nous convenait pour travailler à quatre mains, qui était très orienté flat design. Ouais. Ça nous permettait de... bosser tous les sujets à quatre mains, vraiment sans aucune exception. Tous les sujets, on faisait 50-50 sur les revenus et tous les sujets, c'était 50-50 en travail. Aucun de nous ne faisait un boulot quand l'autre en faisait un autre. Tout était fait à quatre mains. Et le flat design, ça nous permettait d'avancer en parallèle sur les persos, les éléments de décor, de choses comme ça. Et toutes les heures, toutes les 2 heures, de mettre en commun, voilà, t'as fait quoi? Ok, refile-moi toi ton personnage, moi je te file le mien. Ouais. C'est l'avantage du flat design. L'avantage du flat design. Et puis on aimait bien. J'en fais moins aujourd'hui, mais ça continue à me plaire. Quand je vois, tu vois, le travail d'Aurélien Janet, notre ami commun, je trouve ça absolument génial. J'aime bien ce côté pop, qui est des fois un peu difficile à vendre à des clients parce que c'est comme le blanc, ce que le client va appeler le vide dans une mise en page. Quand toi, t'appelles ça une respiration. Ouais. Et le flat design, souvent, le terme qui revient, c'est enfantin. Ah oui, c'est gavant ce truc, c'est pas possible. Donc c'est un peu, c'est un peu, voilà. Ça, je continue à en faire, mais pour certains sujets. Et puis, ça on va y revenir, mais je me suis un peu ouvert à d'autres styles pour changer aussi un peu et pour avancer, pour pas se reposer sur ses lauriers. Ouais. Et c'était We Are Ted, c'est ça que vous appeliez? Exactement, on s'appelait We Are Ted. Ted, c'était nos initiales. Lui, c'était Eric Thomé et moi, Laurent Duvou. Donc, c'était Thomé et Duvou. Ok. Et les gens, en fait, nous appelaient les TED. Et comme il y avait les conférences TED, les agences nous appelaient les TED, nous demandaient salut les TED, est-ce que vous êtes dispo? Et en fait le We Are, c'est au moment où on a dû faire notre site internet, notre portfolio en ligne, et pour se démarquer des conférences TED, on était We Are TED. Puis voilà, en fait, pendant des années, ça a bien fonctionné. On était hyper contents. On a commencé avec un premier agent qui s'appelait Creative Syndicate, qui pour le coup était un agent très polyvalent. Graphisme, illustration, DA. Et l'illustration prenant de plus en plus de place dans les projets qu'on prenait et dans nos cœurs. On a changé d'agent pour être représenté par Édouard Launay chez Talkie Walkie.
Et là, c'était un gap. C'est-à-dire que là, maintenant, on se présentait plus comme des graphistes, mais comme un duo d'illustrateurs. Ouais. Mais c'était dans la continuité. Il n'y a pas eu de rupture avec des clients. Il n'y a pas eu besoin d'explications. C'était c'était une progression dans notre carrière qui se faisait naturellement, doucement, mais naturellement, quoi. Ouais, trop bien, quoi. Et donc voilà, parfait, super, pendant quelques années, jusqu'au jour où... Ouais, je comprends. Ouais, bon, on va le dire comme il faut le dire, ça se passait hyper bien. Eric et moi, on était deux amis, en dehors du boulot. Malgré le fait de passer nos journées entières à travailler, on se voyait très régulièrement en dehors du bureau, parce que déjà, on avait pas mal d'amis en commun, donc des apéros, des dîners, et une grande passion commune pour le ciné, pour la musique, et pour les sorties en club et beaucoup de concerts. Ok. Et donc, on a une fois par mois, 2 fois par mois, on se faisait des concerts ensemble. Et le dernier auquel on a assisté, c'était les Eagles of Death Metal, le 13 novembre 2015, au Bataclan. Et là, donc voilà, je te fais pas l'histoire. Enfin, tout le monde sait ce qui s'est passé. Nous, on y était on était ensemble avec Eric, mais on était tout un groupe. On était un petit groupe de 9 personnes. On s'était retrouvés juste avant pour boire des verres à la terrasse du Bataclan Café. On allait au concert. Des amis ont préféré rester au niveau du bar. Et Eric et moi, tous les concerts auxquels on assistait, on aimait bien vivre le concert, donc être dans la fosse. On avait 40 ans, donc pas non plus devant, disons, dans la fosse, là où tu sens vraiment un peu l'énergie, mais suffisamment en retrait pour pas se retrouver dans le pogo. Tu vois, Bien genre sûr. les quarantenaires dans les concerts de rock. Ouais. Et on était 3, on était dans la fosse, donc Eric, ma copine et moi. Et voilà, est arrivé ce qui est arrivé. Ces types sont arrivés. Eric était juste à ma gauche et ma copine était juste devant moi. Le temps qu'on se retourne pour voir ce qui se passait, tout le monde a été projeté par terre. La chance que j'ai eue, c'est que j'étais projeté dans la même direction que ma copine. Donc, on s'est retrouvés... elle s'est retrouvée dans mes bras. Mais par contre, à partir du moment où on était allongé, j'ai jamais revu Eric. C'est-à-dire que le mouvement de foule, la panique fait que je ne sais pas s'il est parti en arrière ou s'il est resté ou s'il était juste à côté de nous. Bref, au bout de 15-20 minutes, ma copine et moi, je ne sais pas pourquoi, on a eu l'impression que c'était terminé. Il n'y avait plus de coup de feu, il n'y avait plus rien. Et on s'est relevé et on est sorti en courant par l'entrée principale. Pas du tout les issues de secours qu'on a vues dans les images d'archives, aux infos, mais par l'entrée principale. Sauf que, en fait, on s'est très vite rendu compte dès qu'on était debout que les types étaient encore là et que ça continuait à tirer. La chance qu'on a eue, elle et moi, c'est qu'on en est sorti sans une seule égratignure. Pas un bleu, rien. Là où c'était dramatique, c'est qu'Eric, il n'a pas eu cette chance. Et donc là, voilà, tu te retrouves projeté, comme tous les gens qui l'ont vécu, que ce soit les terrasses ou à l'intérieur du Bataclan, mais tu te retrouves à avoir vécu cet événement et tu te retrouves dans la situation où tu viens de perdre ton meilleur ami. Ouais. Ton meilleur ami à qui tu passais plus de temps que ta compagne. Ouais. On passait nos journées ensemble de 9h à 20h, on se voyait le soir, on était même, ça nous arrivait de partir en vacances avec des amis. Et là, du jour au lendemain, évidemment, tu traverses, on a tous traversé une période très compliquée les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois. Et je me suis retrouvé à me poser la question. Évidemment, c'est pas la première question que je me suis posée, mais je suis pas sûr qu'on s'attarde non plus trop sur tout ce qui s'est passé après. Enfin voilà, tout le monde se souvient du 13 novembre, de où il était ce soir-là et des semaines après. Moi, je sais que les premiers jours, évidemment, tu ne penses pas du tout au travail. Tu es ailleurs. Tu es sous le choc.
Mais bon, quand tu es indépendant, au bout d'un mois, un mois et demi, tu te dis, bon, voilà, qu'est-ce que je fais quoi. Quand tu es salarié, tu peux discuter avec ton employeur, en fonction de la relation que tu peux avoir avec lui. Quand tu es indépendant, c'est qu'est-ce que tu fais et à quel moment tu décides d'y retourner. Et moi, la grande question que je me suis posée, c'était comment je fais pour, du jour au lendemain, alors qu'on travaille à deux, reprendre et continuer le travail tout seul. Ben oui. Ce que j'avais jamais fait de ma vie. C'est-à-dire, on s'était lancés tous les deux, ça faisait presque 10 ans qu'on travaillait tous les deux. J'avais jamais réfléchi à me lancer seul. Donc voilà. Et comment tu as fait pour rebondir, du coup, suite à... Je crois qu'il y a eu pas mal d'événements et de choses qui ont fait qui m'ont permis déjà psychologiquement d'aller bien, ou d'aller. Déjà, j'étais très entouré par des amis, par de la famille. Comme je te disais tout à l'heure, ma copine et moi, on est sortis sans une égratignure. Elle n'avait pas du tout la même façon que moi de gérer cette période post-attentat. Elle avait besoin d'être seule, de se retrouver avec elle-même, quand moi, j'avais besoin de voir du monde tout le temps. Mais ça nous convenait. C'est-à-dire que je respectais très bien ce qu'elle voulait, et elle comprenait très bien que moi, j'avais besoin, dès le matin, en gros, je passais mes journées au café en bas de chez nous. Ouais. Et voilà, comme on était très entourés, on avait beaucoup d'amis, de la famille qui nous appelaient. Et je leur disais, si vous voulez passer me voir, je suis au café, on boit un café, ou on déjeune, ou on boit un verre dans l'après-midi. Mais voilà, elle reste tranquille. Et voilà, moi, ça me convenait. Enfin, c'est pas que ça me convenait, mais ça m'a beaucoup aidé parce que je voyais du monde en permanence, quoi. On a fait aussi enfin, tout le monde était en demande de se voir à ce moment-là. C'est-à-dire que tu prends conscience que en un instant, tout peut s'arrêter. Donc, tous les amis qu'on avait en commun, on a voulu se retrouver pour célébrer Eric. Je fais une aparté, mais on a fait 2 soirs de suite parce qu'on a perdu un autre ami au Bataclan. Ah, ok. Que je connaissais moins qu'Eric, mais qui était un peu l'équivalent d'Eric pour un de mes meilleurs amis. C'était son binôme, ils travaillaient ensemble. Mais donc voilà, on a fait deux grandes soirées dans le bar en bas de chez nous. Et j'ai un ami qui m'a tout de suite proposé, très gentiment, de venir squatter son bureau. Et ce qui m'arrangeait pas mal, je lui ai dit alors, pas tout de suite, parce que là, enfin, j'ai pas du tout la tête à reprendre le boulot, mais j'en prends note et ouais, je te remercie et je te dis oui tout de suite, parce que le bureau qu'on partageait avec Eric, pour moi, c'était impensable d'y retourner, mais même une demi-journée, travailler à côté de son poste, alors qu'il n'était plus là. La seule fois où j'y suis retourné, c'est pour faire des cartons, faire du tri dans nos affaires et rapatrier nos affaires dans ce nouveau bureau. Et ce nouveau bureau, ça m'a énormément aidé parce que déjà, cet ami qui me le proposait, on se connaissait depuis quelques années. J'allais partager un poste avec lui, donc j'allais pas me retrouver tout seul. Et c'était un bureau, d'ailleurs c'est toujours mon bureau aujourd'hui, 5 ans après. Il y a eu pas mal de gens qui sont venus, qui sont partis, mais à l'époque, il y avait une énergie et une émulation complètement dingue de gens que je connaissais de nom, mais que je connaissais pas personnellement. Il y avait le studio de design graphique Violaine et Jérémy. Ah oui. Violaine Orsini et Jérémy Schneider. Ouais, je connais. Donc déjà, avoir Violaine et Jérémy dans le bureau d'à côté du tien, c'est quand tu connais leur travail. Leur travail tabasse de ouf, quoi. C'est quand même juste un des meilleurs studios en France, voire du monde aujourd'hui. Et puis d'une gentillesse. J'ai adoré les voir bosser, d'échanger sur le métier avec eux. Tout ce qui touche, c'est de l'or. Donc, voir Jérémy travailler sur ses illustrations dans des formats complètement gigantesques. C'était assez génial. Il y avait Dimitri Paille, un réalisateur de documentaire qui a fait un super documentaire, ça te plairait, tiens, ça, sur les t-shirts.
Ok. un documentaire pour Arte. Il en a fait plein d'autres. Dimitri Page, je vous invite à regarder ce qu'il fait. Je mettrai dans les notes. Ouais. Pas mal d'autres personnes. Un illustrateur que je connaissais un peu, mais qui est devenu très vite un très bon ami, qui est Jean-Michel Tixier. Ah oui. Qui, pareil, excellent illustrateur, oui. super bon. Et, il bosse dans le même... Il bossait à l'époque. Là, maintenant, il a rapatrié ses affaires chez lui, mais voilà. Alors, c'est des pièces séparées. C'est pas comme un coworking. On n'est pas tous sur un même plateau. Mais par contre, c'est des gens que voilà, on passait de bureau en bureau, on buvait des cafés ensemble, on discutait. Et Jean-Michel, c'est très vite devenu celui avec qui je parlais musique, culture, resto, illustration. Et je faisais attention, je ne sais pas si je faisais attention, mais avec le recul, je me dis que le danger, c'était de faire un transfert. Ah oui. Et tu sais, de se dire, ah ben, il est comme Eric, il aime bien la musique, il aime bien le cinéma, il fait de l'illustration, voilà. Mais en fait, ils n'ont pas du tout la même personnalité, c'est pas la même personne et on travaillait pas ensemble. Jean-Michel travaillait sur ses sujets, moi sur les miens, mais je pense que et d'intégrer ce bureau et de le rencontrer à ce moment-là. Lui, je pense qu'à l'époque, on partageait le bureau une fois ou deux par jour, on se posait à la terrasse du café en face, 20 minutes, parler du film qu'on avait vu la veille, parler de musique, parler du métier, et ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Et voilà, pour rebondir, mais je te raconte ça, je suis arrivé dans ce bureau, les attentats, c'était début mi-novembre, j'ai commencé à rapatrier mes affaires en début 2016. D'accord. Mais voilà, c'était nouveau départ, bien entouré, bien accueilli. Et puis aussi, la chance que j'ai eue, c'est que les clients ont continué à me faire confiance, quoi. Ouais. Et ça, c'était comment dire, c'était impossible de savoir ce qui allait se passer. Moi, je sais que je voulais absolument pas arrêter ce métier. Ouais. C'est hors de question. Eric était plus là. Mais j'adorais ce métier. Maintenant, il fallait que je vois si les clients avec qui on bossait plus ou moins régulièrement et les nouveaux clients allaient se dire, bon, bah, à deux, ils étaient bons, lui tout seul, est-ce que ça fonctionne aussi bien? Ou est-ce que, on va pas les dire parce que la période est délicate, mais bon, c'est moins bien, quoi. Et ça a été une grosse angoisse. C'était l'inconnu, la totale inconnue, quoi. Mais bon, la chance a fait que des gens ont fait appel à moi très vite. À partir du moment où mon agent, j'avais déjeuné avec lui, il m'avait dit, écoute, à partir du moment où tu veux que je te remette sur des sujets, tu me le dis, on y va à ton rythme. Mais voilà. Et moi, je lui ai répondu tout de suite. Encore une fois, début 2016, pas une semaine après les attentats, mais très rapidement, je lui ai dit, mais moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin déjà, je n'ai pas du tout envie de rester chez moi à tourner en rond, et j'ai besoin d'avancer et de voir comment ça va se passer, quoi. Ouais. Donc en fait, te relancer en tant qu'illustrateur tout seul, c'est un peu comme une sorte de renaissance, de bond en avant volontaire, je sais pas trop comment il faut le dire, mais non, mais ça s'est fait doucement. J'ai pas voulu faire de rupture nette. C'est-à-dire que les premiers sujets sur lesquels j'ai travaillé, c'était très bizarre. Eric et moi, on avait l'habitude. Par exemple, une agence nous appelait en disant, est-ce que vous êtes dispo pour venir prendre un brief demain à 10h? On s'envoyait un texto la veille en disant, bon, écoute, on se rejoint avant, on fait la route en scooter, tous les deux, on se suit. On arrive un quart d'heure avant, on se boit un café, on discute, et puis on fait le brief. En général, Eric prenait des notes, et moi, j'étais plus celui qui était dans l'échange avec le client. C'est vrai que les premiers sujets, tu te dis, bon, il n'y aura pas de texto, il n'y aura pas de café, et tu prends des notes et tu poses des questions. Ouais. C'est un peu bizarre, mais je n'allais pas en plus m'imposer la rupture de style. Je me suis dit, ça viendra. Ça viendra un moment. Déjà, travaille. Vois comment tu peux avancer tout seul. Ouais. Parce que quand tu prends tes premiers briefs, que tu es habitué à bosser à quatre mains et que tu te retrouves toi tout seul,
t'as pas l'échange, t'as pas ce ping-pong. Tiens, regarde, j'ai avancé sur tel personnage, que t'en penses quoi? On pourrait plutôt aller, tu vois, les échanges classiques d'un binôme. L'évolution, elle s'est faite au fur et à mesure parce qu'à un moment, je me suis autorisé à penser que j'étais tout seul et que c'était libre à moi d'explorer un nouveau style, d'aller dans une nouvelle direction. Ouais. Mais je ne voulais pas le faire de façon brutale, nette. Non. Il fallait que ça se fasse au fur et à mesure. Et c'est encore le cas aujourd'hui, quand je te disais tout à l'heure que je continue à faire du flat design, mais que j'ai développé aussi à côté le style qui est le mien pour l'illustration de presse. Ouais. C'est aussi parce que j'ai commencé à m'intéresser à la presse, à ce genre de sujet. Et le flat design, là, pour le coup, c'est pas un style qui fonctionne très bien pour faire passer le type d'idée que je peux proposer. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à la presse? Parce que quand on regarde notamment ton Instagram, clairement, on voit en 2016, tu faisais encore beaucoup d'illustrations un peu oniriques, très rondes, très graphiques, aussi beaucoup de choses en noir et blanc. Et puis après, on sent courant 2016-2017, vraiment cette nouvelle direction vers le style pour lequel tu es connu aujourd'hui et qui est notamment beaucoup plus orienté presse. Comment s'est opéré ce changement? Très honnêtement, je sais. C'est pas comme s'il y avait eu un déclic ou une date. Je pense que ça s'est fait. Les projets dont tu parles en 2016, c'est la continuité de ce que je faisais avant. Mes illustrations noir et blanc, c'était un peu mon terrain de jeu perso. À l'époque où on travaillait ensemble avec Eric. On bossait à quatre mains sur tous les sujets, mais de temps en temps, ça faisait du bien aussi de s'accorder du temps pour des projets totalement perso. Eric, lui, c'était la photo. Et je lui laissais ça. C'était vraiment ses photos, ses recherches. Il adorait ça, il était passionné. On travaillait à quatre mois sur l'illustration, mais moi, mes projets perso, mes envies perso, c'était l'illustration aussi. Donc il fallait que je fasse attention à bien différencier le style que je pouvais avoir pour mes projets que je signais Laurent Duvaux, des projets Weirted. Et donc, c'était que l'illustration noir et blanc. Très géométrique, très un peu mental. Voilà, et puis voilà, j'ai continué pendant quelques mois après les attentats. Et ça fait partie aussi du process. Tu faisais ce genre d'illustration pour bien te démarquer d'un travail à quatre mains. Là, maintenant, ton travail de commande et ton travail personnel, les deux seront signés Laurent Duvaux. Donc, il n'y a plus besoin de faire la séparation entre les deux. Mais en fait, ça, j'avais plus envie. C'était une technique et un style d'illustration qui était là parce qu'il fallait se différencier du travail du studio. Le studio n'existant plus, j'ai mis ça de côté et je me suis concentré sur développer un nouveau style. J'essaie de me rappeler, en fait. Je pense que c'est les premiers sujets. On avait pris des sujets d'illustration de presse quand on bossait tous les deux, mais on traitait l'illustration de presse comme quelque chose de très graphique. Pas du tout ce que je fais aujourd'hui, qui est beaucoup de conception pour trouver la bonne idée, mais assez minimale. Je pense qu'en avançant sur les différents projets, j'ai eu ce rappel de ce que j'aimais bien quand j'étais directeur artistique en agence de publicité. C'était le concept. C'était trouver la bonne idée. Et ce que je te disais, c'est un moment, les idées que je trouvais, qui me convenaient, je me disais, si tu les fais en flat design, tu passes complètement à côté, ça ne marche pas. Il faut des personnages un peu plus réalistes. Enfin voilà, le flat design ne m'amenait que des contraintes et il fallait que je m'en éloigne. Et je pense que c'est ma façon de concevoir, de réfléchir chaque illustration qui m'a amené à aller vers quelque chose de plus narratif. Enfin, narratif, mais conceptuel. Narratif dans le sens des personnages, des paysages, quelque chose de plus réaliste. Ouais. Ah oui.
Et du coup, quelle est cette méthodologie? Parce que moi, comme tu sais, l'illustration d'idées, c'est aussi quelque chose qui me parle, qui m'interpelle, qui me passionne même de trouver la bonne idée. Et c'est quelque chose qui est très demandé en presse. Et c'est là où notamment tu excelles. Et je pense que le processus, il est connu et en même temps, il est unique à chacun. Voilà. Bon, bref, du coup, quelle est ta méthodologie, tu sais, pour développer la bonne idée? Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui seraient intéressés d'être dans la tête d'un illustrateur de presse, tu sais. Ouais, non, je comprends. Il y a quelque chose, enfin, tu vois, quand tu parles dans un des épisodes de trouver son style, Ouais. moi, j'ai mis du temps à trouver mon style. Ce que je savais, c'est que des illustrations, par exemple, à la Jeremy Schneider, c'était pas du tout pour moi. C'est-à-dire passer des heures et des heures et des heures sur une illustration, j'en ai jamais été capable. Moi, j'ai besoin que ça aille vite. Fuse, ouais. L'illustration, pas la conception. Mais voilà, je vais pas passer des heures sur un personnage, sur des détails. Less is more. Oui, je suis totalement d'accord. Et, si ça fonctionne sans rajouter des ombres, sans rajouter de dégradés, sans rajouter plein de petits détails, si on comprend l'idée, pourquoi rajouter plein de fioritures? Par contre, donc ça, voilà, je savais que mon style d'illustration, ça serait quelque chose de plutôt minimal, épuré. En amont, avant ça, il y a énormément, enfin, je prends énormément de temps pour la conception. En général, pour une illustration de presse, j'ai passé 70% du temps qui m'est accordé à chercher des idées et 30% à réaliser l'idée qui a été choisie par le ou la DA du magazine. Et donc là, c'est pas du tout un travail d'illustration, c'est un travail de recherche, de conception. Et moi, j'adore ça. C'est-à-dire c'est ça qui me fait me lever le matin. C'est trouver la petite idée. Moi aussi. Il n'y a pas l'idée. C'est pas comme trouver où est Charlie. Il n'y a pas une bonne idée. Il y en a plusieurs. Mais je sais que c'est comme s'il y avait une bonne idée qui était au fond de ma tête. Ouais. Je vais faire plein de crobards pour... voilà, je vais noter toutes les associations d'idées, les mots-clés qui me passent par la tête. Mais il y a un moment, tu fais un croquis, tu dis, ah, là, tu touches à quelque chose. Tu t'arrêtes pas là. Voilà, ça, c'est une des pistes que tu vas proposer au DA. Mais cette mécanique, ce petit jeu de la recherche, de la synthèse, c'est passionnant. C'est passionnant. Mais après, ce qui est aussi passionnant, c'est que toi, quand je vois tes illustrations, je sais que ta mécanique n'est pas la même que la mienne parce que ton style n'est pas le même. Ouais. Donc moi, je vais pouvoir raconter des choses avec mon style qui ne marcheraient pas du tout dans ton style et inversement. Il y a des idées que tu vas proposer que je trouve géniales. Mais si moi, si je faisais un copier-coller d'une de tes illustrations dans mon style, j'en serais là, c'est un peu... Non, ça ne marche pas du tout. Donc la mécanique aussi... c'est en cohérence avec qui tu es. Exactement. On progresse à force de travailler. Et à un moment, tu sais que tu es à l'aise pour designer des personnages de telle ou telle façon. Je suis à l'aise aussi avec des gammes de couleurs assez réduites. Donc voilà, quand tu connais, quand tu sais ce que tu vaux, quelles sont tes faiblesses, quelles sont tes qualités, il y a un moment, la mécanique de travail, elle est très influencée par ça. Et c'est quoi tes forces et tes faiblesses, selon toi? Mes forces, c'est, je pense, trouver les bonnes associations visuelles qui vont faire qu'il y a un twist très identifiable tout de suite par tout le monde. Mes faiblesses, j'en ai fait une force, c'est ce que je te disais, c'est de pas être capable de passer des heures et des heures sur l'illustration. Moi, mes grosses influences en illustration, c'est des gens où voilà, c'est beaucoup d'aplats, c'est pas dans l'ultra détail, c'est pas l'ultra réalisme, c'est pas ces choses-là. Non, comme Christophe Niemann que tu apprécies beaucoup, je crois. Christophe Niemann. Ah oui, j'adore Christophe Niemann, mais j'en avais parlé pour l'épisode collectif. Mais il faut absolument que tout le monde voit l'épisode abstract Netflix. J'adore sa méthodologie, j'adore sa façon de travailler et sa personnalité.
Il a fait plein de conférences TED, il a fait plein de qu'on peut retrouver sur YouTube. J'adore sa façon de parler de son métier. Je me sens moins proche de son style graphique. Oui. Mais c'est vrai que lui, je pense qu'il a une force qui, alors pour le coup, pour parler de mes faiblesses, c'est que lui tente plein de choses. Il va travailler à l'encre, il va travailler à l'ordinateur, il s'interdit rien. Moi, je suis quand même quelqu'un qui aime bien tout mettre un peu dans des cases. Et à un moment, tu vois, mon bureau, il y a mon ordinateur, ma palette graphique, et j'ai pas 40 000 crayons. Ah ouais. Je m'essaye pas, j'ai pas ce talent qu'a Animan de s'essayer à plein de façons d'illustrer pour trouver la bonne. Moi, déjà, j'essaie encore aujourd'hui de me concentrer sur ce que je fais bien et de m'améliorer dans cette voie. Lui, il est... Tu développes une cohérence aussi. Oui. Il y a les fameuses écoles, il faut développer un style et aller jusqu'au bout parce qu'on est identifié pour et puis le pousser. Et puis, il y a les autres qui disent qu'il faut expérimenter. Et en fait, il n'y a pas une ou une mauvaise école, c'est juste des approches différentes, ce qu'on préfère, quoi. Non, mais j'aimerais bien, tu vois, quand on réfléchit à où est-ce qu'on se voit dans 10 ans, dans 15 ans... J'adorerais être encore illustrateur indépendant. Ouais. J'adorerais, être ce que je suis aujourd'hui, mais dans 10 ans, avec plus de clients. Que la boutique tourne bien, mais avec une ouverture un peu plus grande sur d'autres médiums. Ouais. Bon, c'est un processus. Hein. Mais ça se fera peut-être. Et puis aussi, peut-être que dans quelques années, le style que j'ai aujourd'hui, je m'en serai lassé et j'irai vers autre chose. Ça, c'est des choses que j'ai gardées de l'époque We Are TED. C'est si à un moment, le flat design est le style qui correspond à tel brief, tel sujet, je vais aller vers le flat design. Si l'illustration plus narrative, plus réaliste est la bonne méthode, je vais y aller. Pour le moment, je reste sur ces deux-là. Mais si demain, je me rends compte que, je ne sais pas, le volume, la peinture, mais bon, ça, j'imagine ça plutôt pour mes vieux jours. Pour plus tard. Oui, moi aussi, parfois, je me dis, oui, la peinture, oui, quand je serai vieux. Je ne sais pas pourquoi on pense ça. C'est peut-être sûrement un cliché, mais ça, jusqu'à présent, ça m'a jamais travaillé. Non. Puis... la façon dont je travaille aujourd'hui, ce côté purement numérique, ça me convient très bien, quoi. Ouais, puis une énergie très directe qui est là. Et tu me parlais du style, c'est l'exécution. Au final, c'est les 30% visibles dont tu parlais. Mais les 70%, je me demandais, déjà ce processus, tu vas sûrement le garder toute ta vie parce que c'est ce qui te fait vibrer. Et je me demandais, dans le processus de recherche d'idées, à quel moment tu te dis, parce que tu disais tout à l'heure, ah, là, je touche quelque chose, là, il y a quelque chose d'intéressant. Moi, je vis ça aussi, évidemment, à ma hauteur dans mon boulot. Mais quelque chose que j'ai appris, c'est qu'une fois que je trouve une piste intéressante, c'est de continuer à la pousser. Parce qu'on pourrait se dire, ah, c'est bon, allez hop, on y va. Alors qu'en réalité, c'est juste le haut de l'iceberg. Il faut continuer à... Ah oui, c'est un point de départ. C'est une arborescence. C'est comme mes croquis du matin quand je me réveille. Je vais peut-être garder un seul croquis, mais c'est pas du tout une idée que je vais présenter. Ouais. C'est de ce croquis, de cette piste. Ouais. Finalement, c'est rien d'autre qu'une piste. Ça t'emmène vers autre chose. Tu as 3 façons 3, 4, 5 façons de pousser cette piste. Ça va t'amener à autre chose. Éventuellement, un croquis où tu dis, ah, là, je tiens quelque chose. Peut-être que ça sera un des croquis que je vais présenter, mais c'est aussi un point de départ pour explorer une nouvelle piste. L'idée, c'est en fait de faire plein de croquis, plein d'associations visuelles. Alors, il ne faut pas que ça soit complètement gratuit. C'est pas parce que visuellement, tel objet ressemble à tel autre objet que ça fait une idée. Mais c'est trouver dans une image que tout le monde connaît. Je pense par exemple à une illustration que j'ai faite pour l'Express sur le bilinguisme, le fait que les enfants qui sont dans des écoles où ils apprennent l'anglais très très tôt,
ça soit un ascenseur social. Ouais. Forcément, bilinguisme, on parle de l'anglais, tu penses au drapeau anglais, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites visuellement avec le drapeau anglais. Et il y a un moment, parmi les idées, c'est ces 4 barres qui partent en diagonale. Ouais. J'ai crobardé un personnage dessus, et là tu te dis, bah oui, cette barre fait escalator, ascenseur social. Enfin, Ouais. voilà, tu sens ce truc. Mais je me souviens avoir crobardé cette idée, et à partir de là, m'être dit, OK, explore tout ce que tu peux faire avec le drapeau anglais, mais explore aussi tout ce que tu peux faire avec l'escalator, l'échelle, ces choses comme ça. L'idée, c'est de passer un maximum de temps à pondre un maximum de croquis, prendre du temps pour digérer tout ça, Ouais, ne jamais envoyer tes croquis dès qu'à un moment tu dis, bon, voilà, j'ai 3 pistes, il faut... Alors, ça fonctionne pour l'illustration, pour les hebdos. Ouais. Pour la presse quotidienne, là, c'est très différent. Là, tu es dans l'instantané. Là, tu as une énorme contrainte, c'est que tu as très, très peu de temps pour réaliser l'illustration. Ouais. Donc là, tu sais que les croquis que tu vas proposer, tu évites de proposer des choses avec énormément de personnages, beaucoup d'éléments. Il faut que ça soit limite quelque chose d'iconique, un élément qui parle à tout le monde. Ouais. C'est quoi une bonne idée pour toi ? C'est quoi une bonne illustration d'idée ? Je pense qu'une bonne idée, tu t'en rends compte après. C'est toujours très facile de voir une bonne idée chez quelqu'un d'autre. Ouais. Ça te saute aux yeux. C'est évident. Tu te dis ça, c'est une bonne idée. C'est quand tu te dis pourquoi personne n'y a pensé avant. Ah oui, c'est pas mal ça. Ouais. Mais voilà, c'est évident quand tu vois le travail de quelqu'un d'autre. Je parle pour moi, je ne sais pas si y a certaines personnes qui ont assez de recul sur leur travail pour se dire « Ah, là, je touche quelque chose qui n'a jamais été fait avant ». Moi, je me rends compte après, longtemps après. C'est-à-dire, j'ai rendu l'illustration, elle est parue, je la revois une semaine ou 2 après. Et là, j'ai le recul qui fait que je me dis c'était une bonne idée. L'escalator, drapeau anglais, sur le coup, je me dis oui, ça fonctionne. C'est une piste que je peux proposer au DA. Maintenant, je vais pas me battre s'il me dit non, c'est pas la piste que je préfère. Oui. C'est après où tu te dis, et puis aussi c'est le regard des autres, c'est les retours. Ça, c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est la bienveillance qu'il y a entre nous en tant qu'illustrateurs, mais aussi nos amis qui ne sont pas forcément du métier, mais à qui s'adressent aussi les illustrations. Oui. Une illustration de presse, ça ne s'adresse pas aux illustrateurs, ça s'adresse à tout le monde. Donc, quand des gens autour de toi qui ne sont pas du tout de métier te disent « Ah, j'adore cette idée, ça marche hyper bien », et voilà, tu dis « Bon, bah là… Ouais, j'ai un pote qui disait une illustration qui marche, c'est une illustration que ma grand-mère apprécie. Si ma grand-mère, elle dit « Ah ouais, grave », et là, tu te dis « Bah, elle a tout pigé, quoi », parce que l'illustration, en fait, souvent, en fait, ça s'adresse à tout le monde, en fait. Et il faut avoir les autres à l'esprit, quoi. Ouais, mais c'est très juste. Moi, j'ai plus ma grand-mère, mais je me souviens qu'à l'époque, elle était très contente. Elle était prof d'art plastique. Ah, quand elle travaillait. Moi, je l'ai connue. Elle était déjà à la retraite depuis très, très longtemps. Donc, elle fait partie des gens qui m'ont fait aimer le dessin. Ah, d'accord. Mais voilà, elle suivait ça de loin, était très contente que je fasse des études dans ce sens-là. Ouais. Par contre, c'est vrai, quand je lui ai montré mes premiers projets en tant que directeur artistique en agence de pub, là, pour le coup, elle comprenait pas. Elle était là, mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait la photo, tu as fait ça. Oui. Et elle est plus là aujourd'hui, mais je sais que si je lui montrais mes illustrations, là, c'est beaucoup plus évident. C'est toi qui as eu l'idée et c'est toi qui as fait l'illustration. Donc voilà, c'est immédiat. Et c'est vrai qu'après, si en plus l'idée est comprise par elle, chacun, par ta grand-mère, là tu dis t'as fait le job, t'as rempli ta mission. En off, on parlait de l'affichiste Michel Bathory. Oui. Et il me disait qu'une affiche de communication qui fonctionne bien, elle se doit de pas être trop bavarde, d'être synthétique et de séduire. Et je trouve ces trois-là intéressants. Et je sais que moi, de mon côté, je suis vachement travaillé par... Je sens que je dois encore plus pousser la métaphore, aller plus loin que ce que je fais. Et l'aspect séduction, je pense que c'est l'esthétique, où quelque part, j'ai envie de rester dans quelque chose d'épuré, mais que je peux encore plus la travailler d'un point de vue
séduire, c'est l'illustration. En fait, c'est 30% dont tu parlais. Dans l'exécution? Ouais, c'est ça. C'est faire en sorte que ton image elle est attirante pour que ce message pas trop bavard et synthétique soit tout de suite chopé, quoi. Ouais, après, à chacun de réaliser ses illustrations. Toi, je sais que les tiennes sont très épurées, mais surtout très, très colorées. Moi, Ouais. je suis plutôt dans les tons un peu plus doux, voire totalement désaturés. Moi, j'adorerais pouvoir justement m'ouvrir à des gammes plus pop, plus visuelles. On a toujours envie de ce qu'on a, mais de ce que l'autre toujours. a. Ah, parce que moi, c'est pareil pour toi. Enfin, je veux dire, j'aimerais bien. Tu sais, parfois, on parlait du côté enfantin avec le flat design ou quoi. Ouais. Et je pense, moi, il m'arrive justement que ce côté coloré, qu'on me dise oui, c'est trop enfantin. Alors que pour moi, quand je vois mon boulot, je me dis mais non, c'est carrément pas enfantin. Non, ça l'est pas. Ça l'est pas. Mais je sais que parce que c'est simple, parce que c'est ces couleurs qui pètent. Et les auditeurs sont au courant, je dis souvent que j'ai du mal avec les couleurs et tout. Mais c'est ce qui sort. Mais moi aussi, j'ai beaucoup de mal avec les couleurs. Mais oui. C'est pas quelque chose de naturel. Dans les 30% que je me vais... casse la tête. Moi aussi, je vais essayer beaucoup de choses. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime bien les gammes de couleurs réduites. Ah, pareil, ouais. Les tons sur tons. C'est notre arrière-plan de graphiste aussi, je crois. Ouais, je pense aussi. Enfin, c'est assez élégant et je n'ai pas du tout la maîtrise pour mettre 5, 6, 7 couleurs dans une illustration. Oui. C'est même très, très contraignant quand un client, ça n'arrive pas en illustration de presse, mais ça arrive plus souvent en illustration de communication, ouais. où on me dit, bon là, voilà, les retours clients, c'est il faut que ça soit plus coloré, plus de couleurs, moins ton sur ton, ce qui peut arriver assez régulièrement. Et là, je sais que ça va pas être naturel pour moi. Ça va me demander un effort. Et c'est un peu l'inconnu. C'est voilà, est-ce qu'à un moment, mon illustration très colorée fonctionne aussi bien qu'une illustration plus bicro ou trichromique? J'en ai aucune idée, quoi. Ouais. Mais il y a des gens qui maîtrisent très très bien, qui n'ont pas peur de mettre 10 couleurs différentes dans une image, et ça fonctionne super bien, quoi. Mais je pense que vu qu'on aime être dans la synthèse, notre cerveau ne va pas là-dedans. Je sais pas, moi j'en suis incapable. J'ai besoin que ce soit clair. Moi aussi, mais alors là, on reparle de l'aspect conception plus que de l'aspect exécution, mais c'est moi ce que je garde de mes années d'agence de communication. Ouais. Alors, début des années 2000, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Il y a eu les réseaux sociaux, c'est beaucoup de digital. À l'époque, la grande tendance en publicité, c'était un visuel qui raconte quelque chose et une signature, une accroche et le logo. C'est ça. Et plus c'était épuré, plus ça fonctionnait. Et c'était génial. C'était génial de raconter une histoire par la métaphore. J'ai gardé énormément de ces années-là, de ce que j'ai appris avec les gens avec lesquels j'ai travaillé. Et je me suis rendu compte que même des années après avoir digéré ça pendant 10-15 ans, j'y reviens en me disant, mais en fait, ça me convient. Ouais. C'est trouver la bonne idée et qui, comme tu dis, qui parle à tout le monde, quoi. Ouais, absolument, ouais. Alors, ce podcast est soutenu par des Patreons et je leur donne souvent l'opportunité de poser des questions. Je leur annonce qui va passer sur le podcast et puis s'ils ont des questions. Et donc, j'ai une question ici de Lucie de las Rocas. J'espère que je le dis bien. Bonjour Lucie. Voilà, et qui a une question pour toi, une question d'éthique personnelle. Quand on bosse dans la presse, j'imagine que l'on n'est pas toujours en parfaite harmonie avec les articles à illustrer, sans pour autant pouvoir se permettre de refuser des opportunités. Comment gères-tu ce genre de situation ? Arrives-tu à apporter un peu de ta vision au travers de l'illustration ? Alors si, ça ne m'est jamais arrivé, mais si on me propose un article qui était à l'opposé de mes convictions, j'aurais aucun problème à le refuser, mais vraiment aucun. Je pense aussi que ton style parle un peu pour toi et que les directeurs artistiques de magazines font appel à toi parce qu'ils sentent que tu es plus ou moins en accord. Oui. Maintenant, tu vois, mon style fait qu'on ne va pas me demander de faire une caricature d'un homme politique sur un sujet à chaud.
La métaphore visuelle fait qu'on m'appelle sur des sujets plus de société, d'un point de vue un peu plus large. Ouais. On ne va pas me demander d'illustrer, je ne sais pas, s'il y avait une loi anti-avortement qui débarquait, ou tu vois, ce genre de choses. C'est pas moi qu'on va appeler pour ça. Oui. Moi, c'est plus... c'est plus des sujets de société. Repose-moi la question, parce qu'il y avait l'éthique, et il y avait la suite. Arrives-tu à apporter un peu de ta vision au travers de l'illustration? Apporter un peu de toi, j'imagine que la réponse est oui, évidemment, c'est ton angle, c'est ton œil. Oui, elle l'est, mais je vais pas... C'est pas un commentaire. En fait, tu ne commentes pas l'illustration. Non, et j'aurais pas du tout envie de le T'es faire, le service et je de- serais pas à l'aise si on me donnait l'opportunité. Je sais pas ce que je fais. Je pense que c'est plus les caricaturistes qui peuvent faire ça, qui apportent leur vision, qui apportent leur point de vue sur le sujet. Moi, l'idée, c'est de l'illustrer au mieux, que ça parle à tout le monde, mais pas de créer une polémique ou d'en profiter pour que ça devienne une tribune personnelle. Oui, C'est oui. pas du tout le jeu. Tu sers le propos. C'est en ça Exactement. que tu es un illustrateur de commande. Genre, t'es pas là pour t'exprimer toi. Par contre, tu viens apporter ton angle, ta manière de fonctionner, de mettre un sujet en exergue, quoi. Oui, et puis encore une fois, là, c'est des sujets si je reprends, enfin, tu vois, le bilinguisme, ou qu'est-ce que... c'est quoi le dernier que j'ai illustré? C'est les faillites en série de toutes les chaînes de vêtements en France. J'ai vu, avec le cintre qui se casse. Voilà, je suis pas là pour critiquer telle marque ou telle marque. Si je commençais à proposer une idée qui sous-entendrait que je suis contre les marques qui font des fringues, je sais plus comment tu appelles ça, mais tu sais, la fast... Les sweatshops? Non, la fast shopping, je sais pas comment on dit. Oui, je sais plus, mais tu vois, on ce voit truc l'idée, de consommer du vêtement tout le temps, l'article ne raconte pas ça. Donc si je commence à venir avec une idée qui sous-entend ça, le directeur artistique va me dire, bah, non, t'es gentil, là, t'es hors sujet. C'est ça. Ouais. Et d'où aussi l'importance, j'imagine, de développer si on peut appeler ça comme ça, un branding personnel où, tu l'as dit tout à l'heure, on vient te chercher parce que ton travail parle pour toi. Et du coup, les gens, les DA savent exactement ce qu'ils vont avoir en travaillant avec Laurent Duvaux. Et ils savent que voilà, tu traites des sujets de société. Oui. Que t'es pas quelqu'un qui va amener un regard cinglant ou quoi que ce soit. Au final, voilà, ton travail parle pour toi. Ouais, non, je dirais pas du tout vers la critique. Il y a des gens qui savent faire ça très bien, avec humour des fois, ou au contraire de façon très cinglante. Je suis pas éditorialiste, je suis pas là pour donner mon point de vue. Mais encore une fois, je suis pas appelé pour illustrer des articles qui ont un point, un angle d'attaque très politique. Plus cinglant, ouais. Et ça te va très bien. Et ça me va très bien. Ouais. Sur ton Instagram, on peut lire dans ta bio illustrateur conceptuel, mais pas que. Tu m'expliques? Ça, c'est parce que j'aime beaucoup l'illustration de presse. Plus j'avance dans ma carrière, plus je me rends compte que c'est quelque chose qui me passionne. Mais comme à l'époque Weird, j'ai pas du tout envie de faire penser, que les gens pensent, que je ne veux faire que ça. Ouais. Je suis toujours très ouvert à des sujets qui sont moins de la conception, mais qui sont de l'illustration pure, que ce soit de l'illustration pour de la publicité. Là, je viens de finir une infographie, par exemple, sur la qualité écologique des sols, pour une société qui s'appelle Technique d'ingénieur. On ne me demande pas du tout de faire de la conception comme un article de presse. On me demande d'illustrer des données sur des rapports scientifiques. Mais c'est des choses qui me passionnent aussi. Donc voilà. En gros, c'est la bio que j'aimerais pouvoir garder le plus longtemps possible. J'aime beaucoup l'illustration de presse, mais j'aime beaucoup aussi l'illustration de manière plus générale. Ouais. Et je ne veux pas me fermer à des opportunités. Chaque brief qu'on me propose, c'est du plaisir. Ouais. C'est un article de presse, c'est super.
Ça en amène un deuxième, un troisième. Mais une illustration pour de la publicité ou un client, quelqu'un qui m'appelle parce qu'il a découvert mon travail et qui a besoin d'illustration pour sa société ou pour son association, ça reste du plaisir. Je me dis pas, c'est moins bien, l'illustration de presse c'est super, ça je le fais, c'est purement alimentaire. Donc non, c'est illustrateur conceptuel, mais pas que, parce que illustrateur tout court en fait. Super. Ça doit être du plaisir et il faut que ça le reste. Exactement. Super. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi. Merci pour tout ce que tu as partagé. Et puis au plaisir. À bientôt. Ciao. C'était ma discussion avec Laurent Duvoux. Merci, Laurent, pour ton temps, ton ouverture et ta vulnérabilité. J'ai été honoré de partager ce moment avec toi. Si cette discussion vous a plu, je vous encourage à découvrir le travail de Laurent, notamment en visitant son site internet ou en le suivant sur les réseaux sociaux. Si vous ne voulez plus jamais louper un épisode de Sens Créatif, abonnez-vous sur vos applications de podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux et rejoignez la newsletter. D'ailleurs, ces temps-ci, j'apporte un soin particulier à cette dernière. La newsletter fait peau neuve. Mon but avec ce médium, c'est d'entamer un dialogue avec vous. Et l'écrit est une excellente manière pour développer tout ça. Toutes les 2 semaines, straight in your inbox, je vous partage mes petites réflexions du moment, des vidéos inspirationnelles, de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. Approchez, abonnez-vous à ma newsletter, c'est gratuit et ça ne mange pas de pain, bien au contraire. Retrouvez le lien dans les notes de cet épisode. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à en parler autour de vous, à me laisser 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Et tant que vous y êtes, pourquoi ne pas rejoindre la communauté Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon ? À l'heure où les gestes barrières sont de plus en plus de mise, rejoindre le Patreon, c'est accéder à une communauté de créatifs qui transcende les barrières physiques. Vous apprécierez la boutade. Bref, le Club Sens Créatif sur Patreon, c'est une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent, collaborent, échangent et s'inspirent les uns les autres. Accédez également aux coulisses du podcast, à des infos en avant-première, aux rencontres mensuelles sur Paris, aux groupes de discussion privés sur WhatsApp et sur la plateforme Discord. Sans oublier un portfolio review entièrement personnalisé. Les participations débutent à 2 € par épisode. Alors pour rejoindre la communauté Sens Créatif, rendez-vous sur patreon.com/senscreatifpodcast. Je le dis tout bas, ça fait plus mystérieux. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuy_Music ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Merci également à Adrien Grenier pour le montage de cet épisode. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, couvrez-vous.